Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Autrement. On va parler réseaux sociaux ce soir, mais on ne va pas parler de Facebook. C'est à ce réseau social-là que l'on pense directement. Mais il y en a d'autres, plus petits certes, mais qui ont de grandes ambitions, celle de créer du lien social positif, constructif, de rapprocher les hommes et les femmes et pas de les opposer. Ce sont eux, donc ces petits réseaux sociaux en devenir dont nous allons parler aujourd'hui. Plusieurs initiatives sont nées ces derniers mois et on va vous les présenter. On va commencer par vous, Johan Corsini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de Merci-Qui, c'est un jeune réseau social. On va voir tout de suite le site internet. Alors, le nom indique tout, toute la philosophie du site. On offre des services, on demande des services en échange de merci. Oui, c'est exact. On a voulu créer un réseau d'entraide où on oublie l'argent. Et donc le principe est de s'échanger des services, mais également des objets. Non pas donc contre des euros, mais contre des merci, sont des points. Chaque fois qu'on rend un service, qu'on donne un objet, on reçoit un certain nombre de merci. Et avec ça, on peut faire appel à toute la communauté. Il y a pour le moment 7500 utilisateurs pour recevoir ce dont on a besoin. Alors je disais jeune réseau social, c'est vrai, ça fait quelques mois seulement que vous avez pris votre vitesse de croisière. Oui, c'est cela. On a démarré les échanges d'objets il y a environ 6 mois et les échanges de services il y a 3 mois. Donc voilà, on est assez content de nos débuts et on espère que ça va continuer, que les utilisateurs vont continuer à s'entraider et à créer des liens entre eux. Alors bonsoir Gaël Poncelet, vous êtes responsable de la plateforme francophone de Hoppler, c'est un réseau social de quartier. Il s'est lancé il y a quelque temps en région bruxelloise, la région a été divisée en 139 quartiers, c'est ça. Et l'idée, c'est que dans chaque micro-quartier, on réagisse, on interagisse. Exactement, et c'est surtout un peu faire le contre-pied à un Facebook où on ne se rencontre plus. Nous, l'idée était de reconnecter les voisins ensemble pour les repousser finalement à passer la porte du voisin, à s'entraider, à partager, à apprendre à se reconnaître, organiser des activités de quartier, améliorer la vie de quartier et toute une série d'autres choses dans le but vraiment de recréer des communautés de voisins, de citoyens ensemble. Alors c'est né en Flandre, à Gand plus précisément, en 2014, c'est lancé à Bruxelles en 2018. Est-ce que vous pensez que la sauce a pris ? Alors, on était très dubitatifs. En tout cas, c'était pour nous un grand challenge de le lancer à Bruxelles, parce que la différence de la Flandre ou de la Wallonie, où chacun parle finalement un seul langage, oui, à Bruxelles, il y avait une multiculturalité, multilingue, toute une série de choses. Et donc, c'était pour nous effectivement un vrai défi de se demander si le bruxellois allait réagir positivement. Et on a été très agréablement surpris de voir effectivement que, quels que soient les quartiers, même en plein cœur du quartier européen, tous interagissent ensemble. Même avec des différences de langage parfois, il n'y a pas de souci, ils interagissent en français, en néerlandais, en espagnol, en italien, en anglais, et toujours dans le positivisme et le constructivisme. Donc ça, c'est pour nous, c'est vraiment une victoire. La population, c'est beaucoup plus d'1 million d'habitants. Il y a combien de personnes qui sont branchées sur Hoppler ? On est près de 26 000 Bruxellois sur Hoppler. Il y a encore du chemin. On a encore beaucoup de choses à faire, effectivement. Oui, on a plus de 200 000 utilisateurs en Belgique, donc effectivement, on a encore du pain sur la planche, c'est certain. Alors bonsoir Mathieu Jacobs, vous êtes responsable de la plateforme francophone de Give a Day. Si on traduit, ça veut dire donne un jour, mais ça peut être donne une heure. Et là, c'est un peu une plateforme qui rassemble des associations qui font appel au volontariat où des gens peuvent s'inscrire aussi pour finalement donner quelques heures de leur temps. Voilà, exactement. Le constat de départ est que 85% des personnes qu'on a sondées avaient envie de donner du temps, mais avaient envie de s'engager sans savoir exactement à qui s'adresser, comment faire et où aller. Et donc l'idée, c'était de faire le matching entre les besoins d'associations et des volontaires sur base de critères d'intérêt. Donc j'ai envie de donner un jour, j'ai envie de donner une heure, où je peux donner un peu de temps à une association et de faire le matching donc, en créant le lien entre l'association et le volontaire. L'idée étant de créer un écosystème qui intègre des communes, donc on crée des plateformes locales en disant voilà, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer qui est important et qui doit être assuré par les pouvoirs publics, c'est-à-dire de créer du lien social, de la cohésion sociale dans le... Alors voilà pour l'instant votre site internet, combien de volontaires pour l'instant en région bruxelloise ou en communauté française et combien d'associations ? Alors on a, donc c'est une histoire belge, on a un site belge, une plateforme belge, on a 13 000 volontaires et un peu plus de 13 000 volontaires et 2500 associations qui sont inscrites et plus de 4 000
annonces en cours aujourd'hui, donc sans compter toutes celles qui ont déjà été matchées. Alors, on va vous donner la parole dans un instant à nos autres invités, mais d'abord, on va aller à la rencontre de Rachida, qui a fait appel à Merci Qui. Elle a repris le concept du café de poussette, un de ces endroits où les parents peuvent se poser pendant que les enfants jouent. Et c'est un lieu aussi où sont organisés des ateliers pour le jeune parent. Alors, elle a ouvert ça il y a quelques mois sur le site des casernes à Ixelles, rue Fritz Toussaint. Alors, l'aménagement a été financé en grande partie par un crowdfunding, mais elle a fait appel aussi au réseau social Merci Qui pour récolter des objets. On va tout de suite voir son témoignage. Tout ce que j'ai fait ici, c'est en fonds propres. Donc à un moment donné, ma trésorerie s'est épuisée. Merci Qui tombait à pic. Et puis des rencontres aussi. Parce que moi, j'ai un projet ici qui est social. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'offrir un espace de rencontre, de partage pour les parents, un espace tranquillou pour les petits bouts. Et en fait, chaque fois que j'expliquais pourquoi je voulais récupérer un objet, tout le monde avait envie de me l'offrir et plus encore. Du coup, ça crée du lien. Et entre autres aussi, il y a des personnes qui m'ont offert des objets, qui sont venus ici. Donc ça a vraiment toute une dynamique derrière. Voilà. Donc j'ai récupéré des jouets de Via Merci Qui, donc par exemple ici. J'ai récupéré aussi ce panier pour ranger un peu les jouets dans ce meuble. Un petit chariot dont les petits haricots sont fans d'ailleurs. Pour le Mont Chichi, j'hésite. Je ne sais plus, mais en tout cas, on m'a écrit et je me demande si ce n'était pas une dame Via Merci Qui aussi qui me l'a offert. Mais je dois vérifier. Voilà donc ce témoignage de Rachida. Alors pour l'instant, c'est essentiellement des objets qui s'échangent contre des merci. Oui, environ, allez, en proportion, on va dire, il y a 70% d'échanges d'objets contre 30% d'échanges de services. Et en objet, c'est des jeux et de jouets comme on a vu, mais il y a également pas mal de bandes dessinées, des meubles, beaucoup de meubles qui s'échangent. Et ça donne l'occasion à tout le monde à la fois de se débarrasser de choses dont il n'a plus besoin, autant faire en donner une utilité. Et donc ça permet à la fois d'avoir un côté économique et écologique. Donc on trouve que tout le monde est gagnant dans... Mais comment on fait par rapport à un géant, on parlait de Facebook, comment on fait par rapport à un géant comme Facebook pour exister, ne fût-ce que se faire connaître sur les réseaux sociaux? Bien, c'est d'abord nos utilisateurs qui sont les meilleurs ambassadeurs. Donc au début on avait démarré avec un crowdfunding avec quelques personnes convaincues qui en ont parlé autour d'eux. Alors évidemment on a utilisé des réseaux sociaux comme Facebook pour se faire connaître, mais au-delà de ça, ce sont nos utilisateurs qui en parlent autour d'eux, qui parrainent leurs amis, ce qui leur permet de gagner également des merci pour continuer à faire des échanges de manière plus facile. Et donc c'est un peu un effet boule de neige qu'on essaye de mettre en place. Alors Antoine Salomé, bonsoir, vous êtes chef de projet de l'ULB Engagé. C'est une nouvelle association qui s'est créée il y a quelque temps aussi pour finalement donner l'occasion à des étudiants de faire du volontariat. Alors c'est vrai, on a une idée du volontaire retraité qui a beaucoup de temps devant lui et qui donc donne du temps pour les associations. Vous voulez vous casser ce cliché-là ? Oui, effectivement. Donc à l'ULB, c'est un terreau extrêmement fertile pour tout ce qui est création de projets solidaires. On est extrêmement attentif à la valorisation, à l'encadrement et à la stimulation de nouveaux projets. Et donc quand on a entendu parler de Give a Day, on trouvait que c'était vraiment une très très chouette initiative. Mais qu'est-ce qu'ils font les étudiants Les étudiants, ils travaillent soit il y a de l'accompagnement auprès des réfugiés, il y a du conseil juridique, il y a du soutien pour les étudiants en situation précarisée, on a de l'entraide avec du programme de tutorat également. Donc c'est extrêmement varié, on est extrêmement fiers de tout ce que les membres de la communauté ULB, que ce soit les étudiants, les membres du personnel et même certains professeurs,
voilà, comme vous disiez, prennent de leur temps pour aider la communauté. C'est aussi une de nos missions en tant qu'université, à côté de la recherche et de l'enseignement, c'est vraiment ce retour vers la collectivité et cet ancrage dans la cité. Et donc, nous, on est tout à fait friands de nouveaux réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ils sont en examen. On aurait bien aimé avoir un étudiant ce soir sur le bateau, mais c'est un tout petit peu compliqué. Un chiffre, combien d'étudiants investis pour l'instant sur toute la communauté de l'ULB? Sur toute la communauté ULB, ça représente à peu près une centaine de projets. Moi, je dirais que on est à plusieurs milliers d'étudiants engagés au quotidien dans des actions solidaires. Oui. Alors, Margot Reipens, bonsoir. Alors, Bonsoir. vous êtes responsable du recrutement à Scola ULB. On va peut-être présenter en quelques mots. Scola ULB, c'est un service de tutorat. Donc, ce sont des personnes qui vont aider des jeunes qui sont soit à l'école secondaire ou même à l'école primaire. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce site, vous, Guy Vedet? Alors nous, pour recontextualiser juste un petit peu l'association, donc on s'engage à faire du tutorat auprès de jeunes dans des écoles directement primaires ou secondaires, de façon totalement gratuite pour favoriser l'égalité des chances à l'école. Et la deuxième particularité qui a fait qu'on a été mis aussi en contact du coup avec les plateformes, enfin la plateforme de Guy Vedet, c'est que nos bénévoles sont essentiellement des étudiants du supérieur parce qu'on souhaite vraiment que le tutorat ce soit un cadre où il y ait de la confiance qui s'installe entre le tutoré et le tuteur, un peu un côté grand frère, grande sœur qui va se mettre en place. Mais finalement, qu'est-ce que vous apporte une plateforme comme celle-là plutôt que finalement les contacts informels que vous avez depuis pas mal de temps déjà, puisque l'association existe déjà depuis quelques années? Mais nous, du coup, Guy Vedet, c'est vraiment un endroit où on peut poster nos annonces de bénévolat. C'est vraiment une visibilité supplémentaire. On a vraiment besoin de toujours plus d'étudiants parce que on n'engage que des étudiants, mais du coup, il y a bien un moment donné où ils finissent leur parcours. Et donc, on doit sans cesse renouveler notre base de données. Et donc, on sait qu'il faut qu'on soit sur plusieurs canaux différents pour se faire connaître. Et ça, c'est vraiment un très bel avantage qu'on a avec la plateforme Guy Vedet. Ça met vraiment en contact les bénévoles qui ont envie de s'engager et qui vont pouvoir en plus filtrer par intérêt ce qu'ils ont envie de faire comme bénévolat, et des associations comme nous qui cherchons en permanence des bénévoles pour pouvoir s'engager. Donc ça, c'est vraiment un bon endroit pour faire ce matching. Alors on va entendre un témoignage maintenant d'une habitante de Woluwe-Saint-Pierre qui utilise Hoppler. Elle est installée dans le quartier du Champ d'Oiseaux. Elle avait déjà un réseau de quartier pas mal fourni. C'est vraiment une personne ressource dans le quartier. Mais malgré tout, elle s'est inscrite rapidement dès qu'elle a reçu la lettre l'invitant à s'inscrire sur ce site. Ça lui a permis tout de même de faire de nouvelles connaissances avec des nouveaux arrivants. Surtout, et ce qu'elle aime dans ce site, c'est qu'il ne sert pas de défouloir. Écoutez son témoignage. Il n'y avait pas ces gens qui se cachent derrière l'anonymat d'un pseudo pour vous balancer toute leur frustration. Ça, non. Il n'y a pas de choses méchantes. C'est plus convivial. C'est beaucoup plus convivial, absolument. Et ça, les gens semblent l'avoir compris. Mais c'est aussi, vous avez besoin d'une tronçonneuse pour élaguer vos arbres, ben voilà. Vous mettez votre petit message sur HOPLR et vous avez des réponses. C'est très rare qu'il n'y ait pas de réponse. Et puis ce qui est très sympathique, c'est qu'on se souhaite la bienvenue. Voilà, donc elle appelle ça HOPLR. Beaucoup ont encore du mal avec le nom, ça je peux vous le dire. On ne sait pas très bien comment le prononcer. Alors il y a une charte chez vous, il faut être serviable, constructif, positif, faut pas faire de commerce, il faut donner sa véritable identité, pas de propos racistes. Comment on contrôle tout ça, Gaëlle? Alors d'abord, évidemment, on compte sur nos utilisateurs qui vont être les premiers à signaler un comportement ou un message qu'ils jugent ne pas respecter la charte. Et puis évidemment, chez nous, on a un outil qui scanne en permanence la plateforme et qui va aller repérer des messages qui ne sont pas respectables ou des profils potentiellement pas autorisés. On n'autorise pas les pseudos, on veut la véritable identité. C'est ça aussi qui est différent de Facebook. On désanonymise, donc on est certain que la personne en face de nous est bien notre voisin et s'appelle bien comme ça. Et donc, ce genre de choses est directement repris chez nous et on les voit tout de suite et on peut donc... Oui, ça veut dire que très régulièrement, où ça arrive qu'on supprime certains profils parce qu'ils posent problème, ou alors c'est les gens du quartier finalement qui eux-mêmes font le contrôle du site. Alors c'est ça qui va différencier aussi, c'est que Hoppler garde la modération.
toujours une différence d'une page Facebook où on ne sait jamais vraiment qui est le modérateur et qui a établi les règles. Ici, les règles viennent de chez Hoppler, la charte est acceptée par tous les utilisateurs et c'est chez nous que la modération se fait. Ce qui veut dire que quand un message ou un profil est signalé ou est détecté comme peut-être frauduleux, on le prend en charge mais on contacte l'utilisateur systématiquement. Il sait pourquoi soit son message est supprimé, soit son profil est supprimé momentanément ou définitivement. Il y a toujours une explication derrière et effectivement il y a plusieurs avertissements avant qu'on supprime un profil, ça n'arrive vraiment pas fréquemment qu'on doive supprimer. Ouais, même chose pour vous, hein. Comment vous contrôlez finalement que ces gens rendent vraiment des services gratuitement et que ça ne sert pas de porte d'entrée pour des services payants à terme? Bien, alors, premièrement, parce que ce n'est pas l'intérêt des autres utilisateurs, donc ils sont engagés sur MercyKey dans l'optique de donner un peu de leur temps ou donner des choses dont ils n'ont plus besoin pour recevoir à un moment quelque chose en retour. Ils ne sont pas là pour dépenser de l'argent, donc si un utilisateur, heureusement c'est très rare, mais parfois c'est arrivé qu'un utilisateur demande de l'argent, la personne dit juste non, ça ne m'intéresse pas, nous le signale, on rappelle à ce moment-là à la personne en question les conditions d'utilisation du site. Et voilà, on n'a pas de souci, on a le même principe sinon de surveillance. Donc les rares fois où il y a un souci, un message qui ne respecte pas l'autre, un utilisateur nous le signale, on intervient, on prévient la personne de pourquoi le message également est supprimé, ou si le compte est suspendu, on explique à la personne pourquoi. Et voilà. Et ça vous est arrivé souvent Très peu, ça arrivait 3-4 fois. Heureusement, voilà, c'est un site où les gens s'inscrivent dans une démarche bienveillante. En tout cas, voilà. Alors, on a été rencontrer une utilisatrice de MercyKey, c'est Chantal qui habite Scarbeck. Alors, elle est active aussi, c'est une jeune retraitée active. Elle travaille entre autres au magasin du Monde Oxfam comme bénévole, mais ça ne lui suffisait pas. Et donc, elle a entendu parler de votre site. Elle s'y est inscrite. On lui a demandé pourquoi s'inscrire sur ce site. Écoutez sa réponse. Disons qu'au départ, j'aime bien les relations. Comme j'en ai eu toujours dans mon travail, donc disons quand j'ai quitté mon travail, ça m'a manqué. Donc je voulais avoir des liens sociaux, aussi bien pour rendre des services à des mamans avec enfants, rendre des services à des personnes âgées qui ont besoin d'aide pour les courses ou tout simplement pour aller se promener, ou jouer aux cartes ou faire la lecture. Et donc ce service-là, comme je voyais qu'il n'y avait pas d'argent en route, disons, c'était un peu un service pour un autre, une sorte de troc. Automatiquement, je me suis dit, pourquoi pas. Et pour l'instant, j'ai quelques demandes. Voilà, un petit mot, elle m'a tout de même dit qu'il y avait une petite déception, elle espérait qu'il y ait un peu plus de demandes, elle est un peu déçue sur ce plan-là. Alors, ça nous ramène à l'idée comment faire exister un site comme celui-là. Hein. Voilà, à nouveau, on en est à nos débuts, donc il faut le temps que la sauce prenne. Malgré tout, on a déjà eu 1 millier d'échanges, donc il y a des choses qui se font, ça dépend des quartiers, ça dépend de ce qu'on veut faire, ce qu'on propose. Il y a des services qui sont plus demandés que d'autres, par exemple, beaucoup de gens recherchent des jardiniers. Pas en cette saison, mais c'est quelque chose d'assez fréquent. Donc voilà, maintenant on travaille tous les jours pour essayer de se faire connaître d'une part, d'avoir avec nos utilisateurs, nous font souvent des suggestions sur comment améliorer la plateforme, comment y apporter de nouvelles choses, comment juste sensibiliser chacun à rentrer dans une démarche d'échange sans attendre d'argent. C'est un pas à faire, et une fois qu'il est fait, les gens, en général, continuent. Alors, un mot, Mathieu Jacobs, vous resituez tous ici l'importance de l'acte gratuit et d'offrir finalement des services dans un monde où quasiment tout est monnayé. Mais là encore, comment on fait face par rapport aux gens qui ont envie de donner quelque chose et puis on se rend compte, donner un peu de temps, et puis on se rend compte que finalement, que ce qu'ils proposent n'est pas vraiment demandé. Comment est-ce que vous faites pour finalement concilier les envies des uns et les besoins des autres ? Alors c'est une mission qui est clé évidemment parce qu'on veut être le plus exhaustif possible nous avec Guy Vedé, en sachant qu'on s'adresse à tout type de volontariat. Donc on travaille autant avec l'ULB qu'avec des entreprises qui mettent aussi des salariés à disposition d'associations. On travaille avec des écoles maintenant aussi et des citoyens, je dirais lambda, avec toute une grille plutôt d'intérêts qui sont sélectionnés par les volontaires
en sachant ce qu'ils veulent faire. Oui, mais parfois on peut être très ambitieux dans sa description de profil et puis on se rend compte que finalement ça ne correspond pas vraiment à ce dont a besoin l'association. Voilà, donc ce qu'on fait alors, c'est qu'on a toutes des statistiques derrière et un reporting sur les comportements, les attentes, les recherches. Et sur base de ces statistiques, on peut communiquer aux associations, aussi bien qu'aux volontaires, les possibilités de matching ou les attentes pour justement ajuster le tir, si vous me permettez l'expression, et rendre le matching idéal entre un volontaire. Il y a des déceptions parfois sur ce plan-là. Ça, voilà, nous on a lancé ça assez récemment au niveau de l'ULB. On a pour l'instant une trentaine d'associations qui se sont inscrites sur notre local, donc on est quand même assez fiers. Comme Mathieu parlait des statistiques, effectivement c'est assez intéressant pour nous de pouvoir, en fonction des annonces qui sont publiées par nos associations, de voir lesquelles ont bien fonctionné. Donc moi je fais aussi régulièrement du reporting pour mettre en avant les descriptions qui fonctionnent, celles qui fonctionnent un petit peu moins. Après, une fois que le volontaire a participé à une action, voilà, effectivement, comme vous disiez, l'ambition est parfois un peu grande. Ouais. On travaille avec un public essentiellement étudiant, donc c'est parfois encore... mais bon, c'est une expérience de vie de pouvoir aussi parfois se tromper ou ne pas arriver entièrement à son résultat. Mais en tout cas, au niveau des associations, de notre côté, pour l'instant, on n'a pas encore de retour. Ouais, et pour vous, Margot, puisque Scola, finalement, a une grande expérience derrière elle, quand on voit que ça ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on fait pour dire à la personne, bah, écoutez, finalement, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on attendait en termes de tutorat? Alors, c'est vrai que c'est une mission qui n'est pas toujours évidente, c'est sûr. Alors nous, on a le grand avantage d'avoir 2 personnes dans la SBL qui sont dédiées vraiment à la formation de ces bénévoles. Donc, ils passent une journée entière à être formés pour leur mission. Et puis, on leur propose un accompagnement vraiment tout au long du quadrimestre où ils vont aller faire du tutorat. Et donc c'est vrai que des déceptions, on a la chance d'en avoir peu, mais c'est vrai que c'est jamais évident quand on a en effet un étudiant qui pensait pouvoir s'engager et puis qui finalement, nous c'est vrai qu'on demande un peu de régularité dans l'accompagnement des élèves, et donc un étudiant qui s'est engagé qui finalement ne peut pas être régulier, mais c'est sûr que voilà, il faut pouvoir le dire, c'est sûr, c'est important, et donc c'est vrai que c'est des choses que nous on fait de temps en temps, mais qui sont heureusement extrêmement rare. Alors une question aussi que sans doute beaucoup de téléspectateurs se posent, c'est qu'est-ce que vous faites des données qui sont fournies par les utilisateurs donc, qui utilisent vos sites respectifs? Est-ce que vous les monnayez? Est-ce que c'est comme les grands réseaux sociaux? À ce moment-là, vous en tirez des bénéfices de toutes ces informations? Non, pas du tout. Non, on est, nous, extrêmement vigilants par rapport à ça. Et déjà, de base, on ne demande que 3 informations à nos utilisateurs. Leur adresse, leur email et leur nom. Ce sont les 3 Oui, mais dans les échanges de messages, on apprend certaines choses sur les utilisateurs. Oui, mais là, on leur garantit que leur accès à leur réseau est confidentiel et uniquement accessible aux membres du réseau. Ils sont évidemment libres de mettre les informations qu'ils y souhaitent et de dire à leurs voisins ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leur adresse s'ils veulent, leur adresse mail, les numéros de téléphone. J'ai un voisin dans mon quartier, chaque nouveau habitant donne son numéro de téléphone sur la plateforme. C'est son droit, mais par contre, il sait qu'il ne le donne qu'à nous. Oui. Et quand vous m'avez parlé en préparant cette émission de collaboration avec les communes, oui, elles vont utiliser certaines des données qui sont fournies. Alors les communes vont avoir accès à une deuxième plateforme, jamais à la première, donc c'est vraiment important, il y a 2 plateformes séparées. Le citoyen va pouvoir interagir avec la commune en partageant certains messages sur sa plateforme, comme la commune va pouvoir partager certaines informations en partageant sur les quartiers, mais en aucun cas il y a un échange de données. La seule chose que la commune reçoit, c'est des statistiques sur, par exemple, il parle beaucoup de commerce et d'économie ou de nuisances dans ce quartier-là. C'est des statistiques anonymes et agrégées, et il n'y a jamais aucune information qui est fournie. Même question pour vous, que faites-vous des données qui sont fournies? Eh bien, on n'en fait rien, on n'en fait pas d'usage commercial, donc les données des utilisateurs également, lors de l'inscription, ils donnent juste leur nom et leur adresse mail, donc elles ne sont jamais communiquées à autrui. Leur activité sur le site n'est pas non plus utilisée, on ne monnaie rien. Donc il n'y a pas d'algorithme pour à un moment donné avoir des publicités ciblées Non, il n'y a pas l'objectif d'avoir ce genre de choses. On n'est pas là pour monnayer la vie privée de nos utilisateurs. Si algorithme il y a, c'est dans l'objectif de montrer aux utilisateurs ce qu'ils ont envie de voir sur la plateforme, donc mettre en avant les annonces qui peuvent les intéresser le plus, après qu'ils aient coché dans leur profil, je suis intéressé par tel et tel type d'objet ou de service. Et même question pour vous, Mathieu? Oui, c'est la même chose, on ne monnaie pas ce genre d'informations, c'est un gage de crédibilité et de valeur du service qui est rendu aux utilisateurs.
Ben voilà, merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. L'émission est déjà finie. Vous avez vu apparaître toutes les adresses internet des sites pendant l'émission. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous y trouverez certainement de jolies choses à voir ou de jolies choses à faire. Merci à vous d'avoir été présents ce soir. C'est la fin de cette émission. À bientôt.